Faire le bilan de ces travaux. Et rappelons que c'est le 10 septembre 2019 que Paul Biya avait effectivement convoqué ces travaux qui avaient été conduits par Chief Dr Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement. Tout au clair, ça fait donc le bonheur, le plaisir de partager avec vous ces 2 heures d'émission autour de cette problématique. Vous êtes également conviés à participer à ce débat à travers nos différents points d'accès, le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. Nous partagerons avec vous, mesdames et messieurs, bien évidemment, le contenu de ce programme, mais également ces échanges qui parfois se veulent suffisamment importants pour vous accompagner pour une meilleure contribution ou alors une meilleure compréhension de la thématique qui est posée sur la table du débat ce soir. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation de notre panel. Nous revenons sur le plateau avec bien évidemment la thématique de ce soir, une thématique qui porte essentiellement sur le grand dialogue national inclusif. Quelle retombée un an après ces travaux qui avaient été convoqués par le chef de l'État Paul Biya et qui avaient été menés par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté. Ces travaux visaient principalement à contribuer en retour à la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du pays. Ces 2 régions ont et continuent de faire face à une crise sécessionniste et des Camerounais ont décidé de prendre les armes réclamant la partition du Cameroun. On a d'ailleurs vu au regard de cette situation une montée en puissance du gouvernement, mais également une montée en puissance des organisations de la société civile qui sont montées au créneau pour davantage décrier la situation dans ces 2 régions, mais également des formations politiques, davantage le Social Democratic Front et bien d'autres ont décrié ce qui se passe dans ces 2 régions du Cameroun pour ces formations politiques et ces organisations non gouvernementales. Tout est mis en œuvre par le gouvernement de la République qui serait en train d'encourager ou alors de nourrir davantage la flamme de la discorde dans cette partie du triangle national. Nous nous consacrons donc à cette grande messe qui avait été convoquée, notamment ce grand dialogue national inclusif, pour peut-être voir ce qui a réellement été décidé et ces résolutions sont-elles mises en œuvre un an plus tard. Quelles sont véritablement ces résolutions, des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas d'y revenir dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde. Ils vont donc nous accompagner, les acteurs politiques, mais également les acteurs de la société civile. Et avec eux, nous ferons le débat avec la problématique sur la table du débat. Et parmi nos invités ce soir, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il est enseignant des universités, notamment le docteur Patrick Griffoué, que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus. Docteur Patrick Griffoué, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à Philippe Nanga et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Tout au clair. Merci à vous, docteur Rifoué, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci surtout de répondre à notre invitation. C'est toujours un bonheur de vous savoir au rendez-vous de Tout au clair sur la télévision du monde. Autre acteur qui nous accompagnera à ce soir, il nous vient de la société civile. C'est d'ailleurs le coordinateur de cette ONG, Un Monde à Béni, très réputé sur le terrain dans le cadre de cette querelle dite crise anglophone. Et bien évidemment, on a le plaisir de le recevoir une fois de plus. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Salut à tout le panel. Vous êtes un citoyen, on a coutume à le dire. Bien entendu, je me revendique d'être un citoyen, c'est-à-dire un acteur qui a réussi à construire un lien assez fort, d'abord avec lui-même, et un lien assez fort avec ses concitoyens, donc avec les autres, et surtout un lien assez fort avec son milieu de vie. C'est pour ça que quotidiennement, je m'attelle à défendre vigoureusement cet espace de vie qui est le Cameroun en premier,
et l'Afrique ensuite. Merci à vous d'être là, Philippe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez de pouvoir ouvrir cette brèche en rapport avec l'actualité de ces marches du 22 septembre dernier. Les derniers recoupements font état de ce que un certain nombre de militants qui avaient été interpellés à l'issue de ces marches ont été déférés ce mardi devant le commissaire du gouvernement à Douala, Bounanjo. Certains, pour la plupart, ont été déposés à la prison centrale de Douala. Une nouvelle qui vient soit conforter, soit davantage mettre en mal ce que vous considérez comme étant un état de droit. En effet, je crois que nous sommes en train de vivre une sorte de dérive totalitaire que les personnes de mon âge n'avaient pas connu. N'est-ce pas, on nous racontait ça quand on était encore jeune, ce qui s'est passé avant les indépendances. Et je suis aujourd'hui en train de vivre ça 50 ans après. Je dois dire que c'est difficile de croire ce que nous vivons actuellement. Je vais avoir une pensée particulière à l'endroit de 4 jeunes gens. Ils ne sont pas les plus à plaindre, bien entendu, parce qu'il y en a qui souffrent partout d'ailleurs dans ce pays. Mais je vais avoir une pensée particulière pour ces 4 jeunes de Stand Up for Cameroun qui étaient à une réunion ordinaire de ce que nous appelons à Stand Up for Cameroun vendredi en noir. Donc c'était vendredi dernier. Et donc la réunion est terminée et tout le monde est parti. Et eux, ils étaient en train de prendre la route vers leur domicile respectif. Et puis, ils ont été happés par un pick-up de la gendarmerie qui les a amenés tout droit à la Légion de gendarmerie. Et 3 jours après, ils se sont retrouvés à la prison de Newbell. Ces 4 jeunes gens, aujourd'hui, sont poursuivis pour conspiration à l'insurrection. Comment ils ont appelé ça encore révolution. Voilà, des peines qu'ils encourent, c'est la prison à vie. Leur seul crime, c'est d'avoir assisté à une réunion ordinaire d'un mouvement qui n'a jamais prôné quoi que ce soit, qui n'a jamais utilisé les armes. Ils n'ont jamais marché. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces 4 jeunes gens n'ont aucune responsabilité dans le mouvement Stand Up for Cameroun. Ce mouvement a des responsables. Aucun responsable n'a été inquiété. Ce sont ces jeunes gens, parmi lesquels un qui assistait pour la première fois à la réunion. Ça fait très mal de voir ces jeunes qui s'essayent, qui apprennent, qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est que l'engagement citoyen et qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées de leur vie, menacés aujourd'hui d'être condamnés à vie. Et ça, c'est quand je parle d'une dérive totalitaire, parce que quand on arrive aujourd'hui à criminaliser son engagement, un engagement citoyen, c'est-à-dire vous n'avez plus le droit de vous construire une posture citoyenne, c'est-à-dire de vous construire une posture critique dans votre environnement, une posture critique de la gouvernance. Vous êtes assimilé à un criminel. Et vous le dites aujourd'hui aussi pour ces personnes qui ont, pour certains, parce qu'il faut dire que les gens qu'on a arrêtés le 22, il y en a beaucoup qui n'ont pas marché du tout, mais qui étaient dans les lieux, n'est-ce pas, des marches et qui ont été récupérés comme ça, il y en a beaucoup. D'autres marchaient, évidemment, ils avaient soit une brindille de ce qu'on appelle ici chez nous l'arbre de la paix. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui marche avec l'arbre de la paix, qui est récupéré et qui est conduit à un commissariat et qui aujourd'hui se retrouve face au commissaire du gouvernement comme un terroriste. Et donc qui aujourd'hui pourrait être condamné à vie pour avoir marché, n'est-ce pas, pour s'exprimer, exprimer son ressenti avec un arbre de la paix. C'est quand même extraordinaire dans notre pays. Alors, Dr Patrick Griffoué, dans la même logique, quelqu'un l'a dit dans une déclaration, notamment le ministre de la Communication, force doit retourner à la loi. Est-ce une façon de démontrer que la loi existe pour avoir bravé un interdit, celui de ne pas marcher
le 22 septembre dernier pour ces jeunes militants du MRC au nom qui ont été interpellés. Duraled, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et je pense que nous avons un problème fondamental dans ce pays, c'est que nous prenons trop de liberté avec la loi. Et effectivement, les discours comme ceux que nous avons entendus sont des discours qui conduisent les gens à considérer que, comme disait un célèbre philosophe camerounais, les lois sont peut-être des loisirs. Donc, on peut s'en amuser comme on veut. Le sujet, c'est quoi? Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Le sujet, c'est que vous avez des individus qui ont motif, avec un objectif clair et affiché, obtenir le départ du président de la République. C'est ça, le 22 et des marches subséquentes, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agissait que de la première pierre d'une longue série de marches qui devait conduire de manière inéluctable au départ du président de la République. Or, comme le dit un adage, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis la fraude corrompt tout? La liberté de s'exprimer existe, mais vous ne pouvez pas vous exprimer sur un certain nombre d'objets qui sont considérés eux-mêmes comme délictuels. Vous ne pouvez pas faire, je ne peux pas sur ce plateau faire l'apologie de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que l'homosexualité est un comportement délictuel. Donc à partir du moment où ce comportement est délictuel, je ne peux pas user de ma liberté pour faire l'apologie de l'homosexualité. Obtenir le départ d'un président de la République, il y a un cadre. C'est un délit. Il y a un cadre bien précis pour cela. Ce sont les élections et ce sont les urnes. Si vous décidez d'utiliser la rue comme une catapulte pour vous emmener à Etoudji, en dépit des schémas constitutionnels, vous tombez sous le coup de la loi qui assimile ce comportement à un comportement soit révolutionnaire, soit insurrectionnel. Sur la base de cette qualification, il est normal que ceux qui ont appelé à marcher, ceux qui ont marché, ceux qui ont appelé l'insurrection qui est un crime, la peine minimale c'est 10 ans. Et à partir du moment où il s'agit d'un crime, le tribunal militaire est effectivement compétent pour connaître du gouvernement, étant donné la gravité des accusations qui pèsent à leur endroit. Le commissaire du gouvernement s'est dit, si je laisse partir ces gens, ils vont encore se retrouver dans la rue, puisque certains appellent à des marches le 1er octobre. Donc il n'y avait pas de raison que ces gens ne soient pas mis en détention préventive. Donc comme je le dis, la loi est dure, mais c'est la loi, et il faut que les gens apprennent à savoir que les libertés sont encadrées justement par la loi, et c'est ce que dit le préambule de la Constitution. Merci à vous, monsieur. On ne va pas rester sur la thématique, c'était juste pour permettre, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Moutomé, l'objet d'une émission comme celle-ci, c'est d'éclairer l'opinion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, donc si on éclaire par l'opinion, ça ne sert à rien. Permettez-nous d'accord. Si vous rebondissez sur le sujet, il faudra que je rebondisse sur votre rebondissement. J'ai besoin d'un éclaircissement. Vous aurez un éclaircissement. Vous permettez, s'il vous plaît? Permettez qu'on reste sur... Un dernier tour de parole à chacun de ces messieurs autour de cette question en rapport avec la crise anglophone. Comme ça, on sortira, ou alors en rapport avec ces marches du 22, et on sortira définitivement cette question. On y reviendra plus. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Un dernier tour de parole pour chacun de vous et point final. Non, je voudrais que mon cher ami nous donne, n'est-ce pas, l'article, la loi, la disposition légale, législative de la République, parce qu'il a dit que le fait qu'il nous donne la loi, qu'il nous dise la loi, a ses attentes et que ce président devrait partir. La deuxième chose, je voudrais qu'il explique comment des jeunes gens, il faut que ce soit clair, jusqu'à ce vendredi-là, Stand Up au Cameroun n'avait jamais appelé à marcher le 22. Comment des jeunes gens qui étaient à une réunion ordinaire de leur mouvement et qui sont en train de rentrer tranquillement chez eux, qui n'ont jamais éclairé pour l'opinion, dire que il faut faire attention. Vous êtes universitaire, vous êtes enseignant d'université,
faut faire attention de donner des mauvaises informations. Avant la fin de cette émission, je vais certainement partager avec ceux qui nous regardent l'instrument international, la directive de l'Union africaine, qui proscrit pour quelque raison que ce soit, n'est-ce pas, la présentation devant le tribunal militaire d'un civil. Donc je vais partager avec l'opinion. Il faut donc arrêter de faire croire aux Camerounais qu'il y a un type. Merci Philippe. Justement, Maître Tamfou Richard, que nous avons rencontré, qui est l'un des avocats commis pour ces jeunes marcheurs juvénaux que devant un juge civil. Oui, mais écoutez, première chose, il est de jurisprudence constante dans le droit camerounais que pour un certain nombre de crimes, le tribunal militaire soit compétent, même si ces crimes ont été commis par autres se retrouvent devant le tribunal civil. Et je n'ai jamais entendu une ONG, je n'ai jamais entendu un avocat s'en offusquer. D'ailleurs, ils sont nombreux à aller plaider ces causes devant les tribunaux, devant ces juridictions-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour en finir avec cet élément-là, il me semble que Maurice Kamto, qui est le leader qui a appelé à la marche du 22, a lui-même attrait le président de l'Assemblée nationale devant le tribunal militaire. Bon, je suppose que lui, il ignorait que le président de l'Assemblée nationale était un civil et que le tribunal militaire n'était pas compétent pour juger des civils. Donc ça, c'est sur ce point-là. Deuxième point, l'insurrection, la définition minimale de l'insurrection, c'est se lever pour obtenir le départ d'un gouvernement. Que ce soit si. Non, si, c'est pas si, juste. si, Non, non, que cela vous plaise, non, ça que cela vous plaise, que cela vous plaise, que cela vous plaise, l'université de votre État, que cela vous plaise, je suis sérieux, que cela vous plaise, on attend d'avoir sa réaction et on clôt le dossier. Vous avez dit tout à l'heure l'opinion. Non, les gars, on n'est pas sérieux. Que cela vous plaise, que cela vous plaise. Faut pas tromper l'opinion. Que cela vous plaise ou non. Parce que vous essayez justement, ce que vous essayez justement de plateau en plateau depuis un certain temps, c'est de faire croire que pour qu'il y ait insurrection, il faut qu'il y ait eu l'usage d'armes. Ce n'est absolument pas vrai. Je suis désolé. Un usage de force. Oui, je dis ce n'est absolument pas vrai. Vous pouvez nous lire la disposition? Ce n'est absolument pas vrai. Le code pénal camerounais ne définit pas l'insurrection. Disez-nous dans votre définition et vous la tirez d'où? Les instruments internationaux définissent l'insurrection. Il n'y a pas d'instruments internationaux qui définissent l'insurrection. Ah bon? Oui, ça n'existe pas. Vous allez sortir le dictionnaire du droit international, mais ce n'est pas un instrument international. Et aucun juge, je le précise, il faut que les gens comprennent bien, aucun juge n'est tenu par cette définition-là. Ah bon? Oui, aucun. Aucun juge camerounais n'est tenu par une définition qui se trouve dans un dictionnaire. Ce d'autant que les dictionnaires définissent les notions. Quand on parle d'insurrection, c'est un concept. Ça n'a rien à voir avec une définition qui se trouve dans un dictionnaire et donc il y a une définition figée. Non, mais c'est très grave. Merci beaucoup, messieurs. Très grave. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir permis qu'on ouvre cette brèche autour de cette actualité. Une actualité qui fait état de ce que certains des marcheurs du MRC ont justement été présentés devant le commissaire du gouvernement ce mardi. Ils ont été déposés pour certains de Douala à la prison centrale de Neubel, dans le 2e arrondissement de Douala. Nous revenons pleinement dans la thématique de ce soir. Et pour cette thématique, nous avons été, il faut le préciser, rejoints par le militant représentant du MRC sur le plateau, Elvis Fa. Il est par ailleurs journaliste. C'est un plaisir de recevoir. Elvis, good evening. Good evening. Televiewers who are watching LTM now. It's my pleasure being here today. And comme on disait de temps en temps que l'abus de droits de l'homme continue toujours dans le gouvernement parce qu'on arrive quand même à donner à manger à des gens incarcérés. Ce n'est pas normal. Si le docteur lui-même, il connaît le droit international, ils vont dire que ça, c'est abus quand même de droits de l'homme. Et aussi, c'est inadmissible que quelqu'un que vous disiez qu'il a fait une insurrection, il est quand même gardé chez lui depuis, avec aucun document signé par le gouvernement pour dire qu'on a déjà mis un mandat d'arrêt. Ça, c'est illégal. Non, ça, c'est illégal. Bon, je vous dis, je viens d'y entrer normalement et ça m'étonne. Quand on entend nos panélistes ici, excusez-moi, parce que j'ai entendu ça, pour dire qu'une sélection, ça a d'autres définitions. On est où là? Au Cameroun.
Quand il y a une définition d'insurrection qui sort dans la définition de droit international dépasse droit de nation. Je suis désolé pour vous, Elvis. Un dictionnaire n'est pas un instrument. C'est un dictionnaire. C'est pas comment un dictionnaire. Quand même, c'est la définition qu'on utilise hors d'un dictionnaire. C'est une définition. Ça, c'est la définition de l'LDPC. Votre définition non plus ne tient pas. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir fait un détour autour de cette problématique ce soir. Je rappelle que ce n'est pas le grand dialogue national inclusif avait été convoqué. Peut-on, de votre point de vue, même si on le sait, le MRCA avait dit non à cette messe du dialogue camerounais, peut-on aujourd'hui faire le bilan de cette rencontre-là? Quand on parle de l'affaire de dialogue national, je m'interroge si on a quand même mettre des principes sur place pour avoir la paix, comme disait le principe du dialogue national. I will take you to some aspects in comparative politics. If you move over to what happened in Sudan, there was a national dialogue. If you go over to Yemen, there was national dialogue. If you go over even to South Sudan, when Riek Machar and the others were fighting, il y avait un dialogue. Bon, un dialogue dans un bon sens, c'est pour faire quoi? C'est pour résoudre le problème. Et quand on fait un dialogue, dans le principe, pour arranger un problème, si j'ai un problème avec docteur, et aujourd'hui, il faut qu'on arrange ça. Je ne peux pas laisser le docteur pour aller prendre sa membre de famille, alors qu'il est vivant, pour venir rester avec moi sur table, c'est-à-dire, sa membre de famille, le docteur, cause comme ce docteur qui cause. Ça ne donne pas comme ça parce que la résolution sur place n'est pas la même. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous voyez du code sur place, let me take you now to conflict resolutions, since as doctor needs to understand what our brothers who are here. When we talk about that dialogue, c'est ce qu'on appelle dialogue. Qu'est-ce que cela veut dire? In the midst of dialogue, I will tell you, Mr. Cedric, that when you have a problem, principal actors, one, must be present. Two, the person convening that dialogue must be neutral and accepted by others. Tu ne peux pas à un moment être un joueur en même temps être un arbitre. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans un système de dialogue, lorsqu'il y a déjà un conflit établi, et il faut qu'on entre dans le dialogue, les deux acteurs principaux dedans mettent rythme d'égalité. Parce que en même temps, on sait que l'État dépasse d'autres gens dans le conflit. Mais quand on arrive au niveau du dialogue, ils prennent le même rythme. That's why we say that the convener of the dialogue must be neutral. You discover that when you have breach of trust, where the two parties are involved and one party thinks that the other one is imposing, si l'autre partie pense que l'autre est en train d'imposer, ça ne peut pas aller. Voilà là où on se trouve. Quand tu vois MSC avait refusé d'aller voir ce qu'est le dialogue, avant même le dialogue, on avait fait un discours et envoyé des gens de parti pour aller discuter avec le Premier ministre. On avait donné nos points de vue. Pour que le dialogue inclusif arrive, il faut qu'il fasse telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Malheureusement, tout ça, qu'est-ce qui se passe? L'État, avec son agenda, avec le RDPC, ils ont été les réunions de RDPC et des sympathisants de RDPC. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout ce qu'on dit au niveau du bilan, c'est sur place. On a à voir la commission de reconstruction là, ou quoi là. En même temps normal, je vous dis quelque chose. Dans la guerre, dès que ça arrive, on ne prend pas, we don't do what we call second step before the first. Il y a certaines commissions qui viennent après la fin du dialogue et après la cessation de feu. Quand tu dis que tu vas construire dans la guerre, tu dis que tu vas dire à les gens de déposer des armes dans la guerre, c'est qu'on pose. Des gens, quand on dit qu'ils ont déposé des armes, est-ce que c'est des gens qui tiennent, qui ont le pouvoir dans ce conflit? Si c'est le même cas, ça veut dire que l'échange de coups de feu devait finir depuis. Mais quand on dit Kim Bamenda, quand on échange des coups de feu, après Mounia Lessoka et les gens meurent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour revisiter ce dialogue, ce n'était pas un dialogue inclusif. Il faut un dialogue inclusif si on veut résoudre ce problème avec des gens de RDP. Sinon, les RDPC vont continuer à laisser le sang couler dans ce pays. Et c'est ça que MSC revendique jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça insurrection sans connaître même la définition d'insurrection par rapport au régime sur place. C'est inadmissible. Philippe Nanga, doit-on estimer que le grand dialogue national inclusif aura été un échec? C'est le point de vue du MSC sur le plateau. C'est très bien d'avoir regardé cette émission juste un an après ce grand rendez-vous qui était attendu, qui malheureusement est passé à autre chose.
nous l'avons décrié dans tel jeu parce qu'il y a quand même, si vous voulez, un schéma technique qui présage la réussite d'un processus. Vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir, je vais dire comme ça de manière banale, vous ne pouvez pas penser obtenir des yaourts quand vous êtes dans une usine qui est prévue pour produire des sardines. Ça n'est pas possible. Donc quand on a regardé comment on a construit le processus de ce qu'on a appelé le grand dialogue national, nous avions dit à cette époque-là que ça ne produira pas grand-chose. Comme a dit mon voisin de gauche, Elvis. Donc, en réalité, c'était une rencontre des petits copains qui se sont retrouvés à Yaoundé. D'abord, dans un, comment ils avaient appelé ça, pré-consultation. Nous avons décrié. Je crois que on peut encore retrouver ça. Si je fais on peut encore retrouver ça. Et peut-être, si vous êtes connecté, je suppose, il suffit d'aller chercher la liste, n'est-ce pas, des représentants donc de la délégation du littoral qui était allé à Yaoundé pour la pré-consultation. Il y avait une trentaine de membres. Dans la trentaine de membres, il y avait à peu près 27 personnes qui étaient militants, affichés et affirmés et bien connus du RDPC. Donc, quand je dis c'était des petits copains, c'est pas, je n'invente rien. Et donc, c'était des gens qui... Et le plus grave, c'est que ces personnes qui allaient en pré-consultation, la quasi-totalité faisait partie de ceux qui avaient estimé que le grand dialogue n'avait pas de raison d'être. Et qu'il fallait régler cette affaire-là rapidement à travers les armes et tout. Oui. Ce sont ces personnes qui étaient totalement contre le grand dialogue, contre un quelconque dialogue, qui se sont retrouvées à Yaoundé dans le cadre du grand dialogue visant à trouver une solution durable à un problème qu'ils avaient dénié depuis le début. C'était quand même trop gros pour que ça puisse marcher. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué d'évaluer. Ce n'est pas si on pouvait avoir des soucis, n'est-ce pas, à évaluer à l'entrée, n'est-ce pas, du grand dialogue. Aujourd'hui, il n'est pas difficile d'évaluer. Il suffit de prendre, n'est-ce pas, les conclusions du grand dialogue, de ce qu'on avait appelé pompeusement le grand dialogue. Il suffit de prendre les conclusions et donc, un an après, de passer au scribe ces conclusions-là. Et je crois que d'ici la fin de cette partie, on aura l'occasion de révisiter point par point, n'est-ce pas, les différents points qui représentaient des conclusions. On va voir qu'est-ce que ça produit un an après, point par point. Et ça nous permettra à nous, ici sur le plateau, et à ceux qui nous regardent, de se prononcer s'il y a eu des avancées un an après ou pas. Alors, réellement, un an après, peut-on estimer que cette grande messe aura été un échec au regard de toute la mobilisation qui a été mise en route, ou alors c'est une contribution davantage pour le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Le grand dialogue national qui a été convoqué le 10 septembre 2019 et qui s'est tenu à partir du 30 septembre, donc il y a un an aujourd'hui, avait un objectif clair qui était d'amorcer le retour vers la normalité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont affectées par un conflit sécessionniste. Et lorsqu'on veut faire l'évaluation de la situation, il faut bien comparer les situations antérieures à ce grand dialogue à la situation actuelle. Premièrement, sur le plan de l'activité des sécessionnistes. Ce qu'on constate, et je pense que tout le monde peut faire le constat comme moi ici, c'est que l'activité des sécessionnistes a de manière significative reflué dans ces zones-là. On a de temps en temps quelques meurtres qui sont très spectaculaires, mais la spectacularité même de ces assassinats tranche avec la régularité qu'il y avait il y a un an à ôter la vie pour ces bandes armées
aux membres des forces de défense et de sécurité et aux citoyens dans ces zones-là. Aujourd'hui, leur capacité de nuisance a été fortement réduite. Et un élément qui est significatif, je dis, de l'état d'esprit, même du leadership sécessionniste, c'est que en 2020, aujourd'hui, ce sont les leaders sécessionnistes qui sont en train de prôner, de battre campagne pour le back to school dans cette zone-là. Samuel Sako, Marc Barretta, ainsi de suite. Tous, depuis 2016, ils avaient décrété qu'il n'y aurait de retour à l'école dans ces zones-là que lorsqu'ils auraient atteint leur indépendance. En 2020, c'est-à-dire un an justement après le dialogue, ils vous disent tous non, nos enfants doivent retourner à l'école. Moi, je considère que ça, c'est à la suite de ce qui s'est passé dans le cadre de ce grand dialogue qu'on a atteint ce résultat. Parce que même sur le plan militaire, ils sont en train d'être endigués de manière significative. Ça, c'est le premier point. Le second point, lorsqu'on fait une évaluation, et moi, je suis enseignant, j'enseigne l'évaluation des politiques publiques. Donc, je sais précisément ce que c'est qu'évaluer l'action publique. Il faut toujours évaluer une action publique en rapport avec, 1, la problématique qui est posée, 2, les objectifs qui sont définis, 3, les moyens qu'on s'est assignés, 4, les effets sur le terrain. Je viens de vous parler de 2 effets qui sont des effets palpables, que personne ne peut nier aujourd'hui. Le fait que les leaders sécessionnistes en soient désormais à eux-mêmes prôner le back to school. Les années précédentes, c'est le gouvernement qui faisait la campagne back to school. Aujourd'hui, ce sont les sécessionnistes qui la font. Donc ça, c'est un résultat palpable. 3, il faut donc analyser cette situation en rapport avec les résolutions qui ont été prises dans le cadre de ce grand dialogue. Est-ce que, au point où on en est, ces résolutions sont en train d'être mises en œuvre, ont déjà été mises en œuvre ou ont été abandonnées? Et je tiens à indiquer, moi, j'écoute quand même des personnalités importantes qui ont participé à cette grand-messe, pour n'en citer qu'une seule, M. Aboué Machoyi, qui est une personnalité très respectée, très écoutée sur ces sujets-là. Moi, j'ai lu son interview dans Jeune Afrique. Et il a bien indiqué que, première chose, les résolutions du grand dialogue sont en train d'être mises en œuvre de façon exemplaire. Il ajoute cependant que ces résolutions n'étaient pas toutes d'application immédiate. Il a précisé qu'il y en a qui étaient d'application immédiate, d'autres qui devaient être appliquées à moyen terme et d'autres à court terme. Donc, si certains s'imaginaient que toutes les résolutions prises devaient être appliquées en 1 ou 2 mois, je comprends qu'ils soient déçus. Mais il ne s'agit pas de ça parce que l'action publique a besoin de temporalité et cette temporalité n'est pas nécessairement le court terme. D'accord. Alors, Elvis Fab, Oui. les résolutions, il y en a eu plusieurs. Des résolutions, l'une des plus fondamentales était notamment cet appel du Dr. Chief Joseph John Goutet qui a dit le concours à la paix, c'est une œuvre pérenne, c'est une construction nationale. Tout le monde est appelé à œuvrer pour le retour à la paix dans le nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Aujourd'hui, ce qui est sur le terrain, c'est qu'on constate de moins en moins d'atrocités, de moins en moins d'exactions et de moins en moins d'incursions des rebelles sécessionnistes. N'est-ce pas là dire que finalement, ces résolutions, ou alors cette résolution principalement, a concouru sur le terrain à avoir cette espèce d'accalmie qu'on observe? Je ne suis pas d'accord avec toi de ça là. Je ne suis pas d'accord. Je vais faire un peu de correction au niveau de ce que le docteur vient de nous dire en ce moment, que les choses sont en train de baisser. Je suis journaliste d'investigation. Je travaille au terrain. Chaque mois, je fais le tour de Bamenda et du sud-ouest en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens comprennent et prennent le bic pour noter, parce que l'État connaissent. Même quand les gens de RDPC sont en train de contourner. L'affaire des échanges de coups de feu sont changés de rythme. Ça veut dire que la tactique de cette guerre, ça a changé. Ce qu'on avait vu au début de cette guerre, là où il y avait des gens qui sont en route, et ils font l'échange de coups de feu, on les tue. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une attaque programmée. Ça veut dire que ça est devenu même compliqué.
comme l'affaire de Boko Haram, là où tu ne connais pas qui est qui. Parce que pour faire sa sortie un sécessionniste parmi les populations, c'est difficile parce que pour les militaires, ils sont en tenue. Vous voyez, on peut forcément l'identifier à la population, mais pour que tu identifies quelqu'un dans la population, que peut être un sécessionniste ou quelqu'un qui fournit des informations à ce sécessionniste, ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que même le docteur ne connaît pas ce qui se passe au terrain. Je vais vous dire qu'il y a des morts chaque jour, entre 5 et 10 personnes chaque jour, notées et sans noter. Dernièrement, lundi, on avait trouvé 7 corps dans le pont de Naka à Bali. Chaque jour, il y a des corps découverts dans la brousse. Après cette guerre, vous savez que quand la guerre avait commencé, on comptait, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à 800. Qui meurt maintenant? Il n'y a aucune. Pourquoi? Parce que ça se passe maintenant dans un système là où c'est difficile à avoir des chiffres de combien de morts on a voir chaque jour. Ni du côté des militaires, ni si le docteur est au courant. Opération Clean Bamenda a plongé Bamenda dans le vide mort, comme je vous dis. C'est 2 semaines maintenant. Il laisse des affaires samedi, dimanche, et lundi jusqu'à vendredi, Bamenda ne marche pas. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit maintenant, la communauté urbaine de Bamenda a fait taille de force entre les sécessionnistes et le gouvernement. Quand le gouvernement dit que non, il ne faut pas que des motos-taximens circulent dans certaines zones. Eux aussi disent que non, le taxi ne veut pas circuler. Voilà là où le problème se trouve. Et qui est même des gens qui souffrent, la population. Quand on dit qu'il y a 6 bus dans la ville de Bamenda, est-ce que ça résout le problème de circulation? Ça perturbe toujours. Et quand tu viens du côté là, on avait parlé de l'affaire de Soka. Dernièrement, il y avait échange de coups de feu dans la ville de Mafé, alors qu'on avait dit que Mafé était calme pour certains moments. C'est-à-dire que, et dernièrement, j'avais dit, même quand, quand j'étais là-bas pour faire couvrir des événements, à la mesure que on voit des activités de sécessionnistes semblent un peu baisser. Ne prends pas ça léger parce que de deux côtés en train de préparer. Ça peut nous plonger dans le problème. Je dis ça peut nous. Bon, pour nous, on disait que en tant que du parti, l'affaire qu'on dise que non, imagine dernièrement, on avait tué un taximan à Tiko, échange de coups de feu à Likumba. Tu as même tiré au courant. On avait même tiré sur un chauffeur de camion. Pourquoi? Parce que les systèmes disent qu'ils vont renforcer l'affaire de Villemont à Sud-Ouest. On a brûlé des voitures. Même prendre les gens en otage. Entre ici et Limbe, ils connaissent des situations. Quand les gens de LDPC montent au plateau pour dire que la situation, parce que ça semble comme si la situation est sous contrôle. Je vous dis la vérité. Ce qui se passe, parce que des partis et des régimes nous mettent dans cette situation pour faire comprendre que les situations sont sous contrôle. C'est là où on se trouve. Dernièrement à Babissi, le maire de Babissi était dans la campagne de Back to School. Même l'honorable du côté de Touba à Bambili était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres étaient militarisés. Toutes les personnes qui étaient là étaient avec des affaires blindées et tout ça. Est-ce qu'en ce moment, tu peux aller à Alo, tu peux aller à Wabane, sans que les militaires t'accompagnent, tu dis que tu fais back to school? C'est impossible. Quand c'est un coin, disons de Fako, quand on parle de Limbe, on parle de Tiko, on parle de Boya, respire un peu. Mais il ne faut pas qu'on pense ça parce que comment avec les enfants qui se trouvent de Mundemba, qui se trouvent de Wab, qui se trouvent du côté de Kombo et de Kombo à Bédimo, il n'y a pas d'école là-bas. C'est ça qu'on dit qu'une côté du pays peut avoir l'école, nous ne peut pas avoir, et on reste tranquille. Qu'est-ce qui est le problème de rôle du gouvernement? Si l'école doit aller, ça doit aller dans chaque sens et toutes les régions et tous les arrondissements et tous les villages au Cameroun comme avant. Vous avez vu certaines images là, il y a des écoles abandonnées dans la brousse. Et les gens restent ici, au lieu de dire au gouvernement que ça ne va pas, essayez de voir comment on peut faire. Je vous dis que les solutions cosmétiques, ça nous amène rien quelque part. C'est là qu'on dit toujours que, au fur et à mesure pour résoudre ce problème, MRC avait dit que non, c'est inadmissible qu'on fait comme s'il n'y a rien. Imagine que dans l'Assemblée nationale, au Sénat, le sujet de crise anglophone n'a jamais été mis sur place. Alors que même MRC avait essayé. Mais ça n'a rien abouti. Ça veut dire que quoi? À un moment ou l'autre, le régime sur place et des membres de RDPC semblent être de cause au centre de cette affaire de crise anglophone parce que au début, des gens qui étaient dans le dialogue national avaient même dit qu'il n'y avait pas le problème anglophone. Regarde maintenant, même le sujet là que tu dis, sujet grand dialogue national, ça devait être dialogue national, ça point. Mais quand il dit grand national inclusif, est-ce que c'était même inclusif?
Rien de tout. Alors, on aura certainement l'opportunité de savoir si ce dialogue a été inclusif ou pas, mais toujours est-il que du point de vue de l'annonce des organisateurs, toutes les parties prenantes avaient été mobilisées pour contribuer ou être présentes durant ces travaux qui sont tenus au palais des congrès de Yaoundé. Je dis bien du point de vue, du point de vue de l'organisation. Oui. Sinon, je devais tenir des parties qui n'étaient pas là. Du point de vue de l'organisation, tout le monde avait été appelé à contribuer, à participer à ces travaux. On aura peut-être le temps. Mais l'autre résolution, c'était notamment sécuriser davantage les régions du nord-ouest et sud-ouest au moment où certains acteurs politiques appelaient à la démilitarisation de ces zones qui étaient déjà plongées dans une espèce de psychose générale. Est-ce qu'aujourd'hui, cette sécurisation est plus perceptible et donc donne du coup de penser que la normalité peut être de retour? Non, je crois que ce qu'on avait appelé le grand dialogue n'avait pas pour vocation de sécuriser. Ça avait pour vocation de nous sortir d'une crise qui durait plusieurs années déjà et donc qui avait déjà produit des milliers de morts. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je disais, il suffit de faire, n'est-ce pas, de jeter un regard rapide sur les conclusions du grand dialogue pour explorer ce qui était considéré comme des conclusions, pour constater qu'il y en a quand même beaucoup. Hein, beaucoup, moi j'ai regardé, quand vous regardez, à peine 10%, même pas 10%, ont été amorcés. Donc un an après, si je regarde la première commission, bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, alors l'une des conclusions c'était améliorer la pratique du bilinguisme dans toutes les couches de la société par la création et la mise en œuvre des programmes dès la maternelle. Je vous mets au défi donc d'aller dans une maternelle et de trouver qu'il y a quelque chose qui s'y passe en termes de bilinguisme. Enraciner la diversité culturelle par une mise en œuvre stricte de l'équilibre régional et un accès équitable aux services publics et au corps des forces de sécurité. Je vous mets aussi au défi de me donner une indication sur l'amorce, ou bien quelque chose, un processus qui va dans ce sens-là. Élaborer et mettre en œuvre un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire, la restauration de la confiance entre communautés et l'engagement civique pour renforcer la cohésion sociale nationale. Je vous mets aussi au défi de me montrer une amorce de quelque chose dans ce sens-là. Je peux faire le tour, n'est-ce pas, de plusieurs commissions comme ça pour vous dire que ériger la session de la Cour suprême du Cameroun en une chambre à part entière comprenant toutes les sections traitant de questions spécifiques de la common law. L'indemnisation des particuliers des congrégations religieuses, des palais des chefs, des communautés et des unités privées, des productions et des prestations de services au traité des pertes subies. Je vous mets au défi, un an après, s'il y a quelque chose qui se passe. La création volontariste d'emplois durables pour les jeunes et les femmes, en particulier dans les régions touchées par la crise. Là aussi, vous pouvez me dire s'il y a quelque chose qui s'y passe. La reconstruction des infrastructures économiques, prioritaire pour soutenir ou relancer les systèmes de production et la remise en service des entreprises publiques agro-industrielles dans les régions touchées. CDC, PAMOL, machin. Oui. Je vous mets au défi. Un an après. Oui. Vous avez des informations. CDC et PAMOL disent qu'ils ont reçu des subventions de l'État qui leur permettent de pouvoir relancer justement leur activité économique depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Je vous dis. Non, mais ça, c'est une conclusion. C'est une conclusion du grand dialogue. Non, monsieur Moutomé, je suis en train de vous lire les conclusions du grand dialogue qui datent d'1 an. Vous ne pouvez pas dire que ils n'étaient pas au courant de votre information. Je vous donne donc également que... Non, mais c'est faux. Monsieur, je suis désolé. C'est une conclusion du grand dialogue. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas lieu d'être ici. Elle date d'1 an et vous dites que non, ce problème a été réglé il y a 2 ans. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez chercher. Pour un peu de choses à ajouter. Vous pouvez chercher. Nous avons le directeur général de la CDC qui a fait mais justement, je vous dis que pour l'instant, vous pouvez y aller pour voir si l'activité économique a effectivement repris dans ces unités industrielles. Donc il y a comme ça beaucoup de réformer le code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité et des nationalités multiples. Nous sommes 1 an après, vous me dites s'il y a quelque chose qui a été amorcé dans ce sens-là. Adopter le principe de la représentation de la diaspora au niveau parlementaire et gouvernemental. On vient de faire une élection législative là, il y a quelques mois.
on n'en a même pas parlé. Hein? Créer un haut conseil de la diaspora dans les pays d'accueil avec les dirigeants élus, la qualité des membres étant conditionnée par la possession d'une carte consulaire. Ça aussi, vous me direz s'il y a quelque chose dans ce sens qui a été amorcé. Je ne parle pas de régler, amorcé, 1 an après. Il y a plein de choses comme ça. Et M. Moutomé, on n'est pas dans la fiction. Vous savez, on n'est pas dans la fiction. On peut toujours faire de la comédie, mais ce sont les pertes en vies humaines qui s'enchaînent. C'est ça. Il a dit que chaque jour, il y a des morts dans ces régions-là. Ça ne peut pas nous réjouir. Oui. Ça ne peut pas nous réjouir. Venir ici dire, ah non, il y a le calme maintenant, les gens reprennent petit à petit. Mais non. Bamenda Clean nous montre simplement une opération qu'on vient de lancer il y a quelques semaines, nous montre simplement qu'il y a encore des problèmes. S'il y avait des problèmes, il n'y aurait jamais opération Bamenda Clean, qui est très mauvais, n'est-ce pas, message qu'on renvoie à l'opinion, comme quoi on veut épurer cette partie du pays, on veut nettoyer. Quand on veut nettoyer cette partie du pays, nettoyer, c'est des personnes qui sont là-bas, c'est pas de la saleté, c'est pas de la merde. Donc, vous comprenez qu'on est encore dans une situation où aujourd'hui, on est loin de penser que le grand dialogue ait amorcé un début de solution. Et ça, je crois que ce n'est pas aussi, c'est pas magique qu'on soit arrivé là. C'était à la limite, c'était pensé comme ça. Je vous ai dit que dès lors que les gens qui étaient viscéralement, je dis ça comme ça, contre le grand dialogue, se soient retrouvés à parler, n'est-ce pas, dans le cadre du grand dialogue, présageait déjà de l'échec. Parce que quelqu'un qui avait des niais, qui avait des problèmes, parce que la plupart de ces gens-là qui étaient à Yaoundé, c'est des gens qui avaient publiquement dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Et quand c'est aggravé, ils ont dit, de toute façon, c'est des petits bandits, on va les écraser. Et puis, ils se sont retrouvés à Yaoundé pour penser la solution à un problème qu'ils avaient délié. C'est quand même quelque chose d'incompréhensible. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit arrivé aujourd'hui, 1 an après, à la situation que nous vivons, où on n'a pas du tout amorcé. Mais on n'a pas amorcé. Et moi, je tiens à dire quelque chose. Ce n'est pas le retour à la paix comme nous chante le RDPC. Ce n'est pas une question c'est pas le retour à la calmie, au calme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'y avait pas de problème dans le sud et le nord-ouest. Oui. Pour dire que, bon, dès qu'il y a le calme, on a réglé le problème. Oui, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Il y a un problème fondamental qui a amené les gens à se soulever. Est-ce que ce problème a trouvé un début de solution? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question d'imposer, n'est-ce pas, une sorte de paix, et puis même par la force, par la militarisation de cet environnement-là, qui va faire croire à l'opinion que le problème a été réglé. C'est un problème qui date de 61, tout le monde le sait, c'est pas un problème de 2016, comme on a tendance à le dire. J'ai ici un très bon texte, je pense qu'il faut le partager peut-être si vous avez des réseaux, d'Akere Mouna qui avait quand même produit un grand document, Sauvons l'Union, qu'il avait transmis, n'est-ce pas, au gouvernement, en prélude au grand dialogue, parce qu'ils y croyaient. Ça, il faut le dire ici, qu'un certain nombre d'anglophones, malgré le fait que l'organisation montrait quand même qu'il y avait des soucis, ils y croyaient quand même. Ils ont dit, donnons une chance à cette affaire. Alors, il a produit un document qu'il a transmis, et dans ce document-là, il rappelle un certain nombre d'engagements du gouvernement qui n'ont jamais été respectés. C'était une façon d'alerter pour dire, attention, n'allons pas, comme d'habitude, dans la flagornerie où, voilà, on réunit des gens, on fait croire à l'opinion internationale que tout va bien, et à la fin, on en sort, il n'y a rien du tout. Alors, justement, pour apporter du grand moudre à l'une des résolutions sur le plan économique, on a évoqué la question de la CDC. Le directeur général fait savoir que depuis la montée en puissance de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la CDC était sortie du lot de classement des pays ou alors des unités de production de la banane. Et depuis pratiquement le mois de juin 2020, CDC est réintroduit dans le classement, et ce qui voudrait, de son point de vue, il salue d'ailleurs la contribution des pouvoirs publics dans la perspective de relancer significativement la filière banane au Cameroun, et ceci grâce aux subventions significatives qui ont été mises. Et d'ailleurs, à l'issue de ces subventions, la CDC aujourd'hui a pu exporter 301 tonnes de bananes courant juin 2020, de janvier à juin 2020. Donc c'est ce que nous dit le directeur général de la CDC. Non, j'espère que vous avez bien lu. Hein.
Vous avez bien compris, dans la perspective de la relance. Non, pas dans la perspective de la Ah, mais relance. c'est vous qui avez lu. Vous pouvez relire. Non. Vous pouvez relire. Ça n'apparaît pas dans la perspective de la relance. Non, mais relisez votre texte. J'ai bien lu le texte. Merci beaucoup, Philippe Philippe nous donne l'impression que rien ne s'est fait dans le cadre. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Attention, il ne faut pas Il parle dans ce déformer un propos. contexte. Je vais dire que Il veut absolument le résultat, tout ce qui est manifeste. le résultat attendu n'est pas encore réalisé. Le résultat qu'il a réalisé. Mais personne Ce n'est ne- pas encore réalisé. s'il vous plaît. On est dans la perspective. Là, il parle de perspective. S'il vous plaît, vous permettez? Ben, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a donc ces résolutions qui sont remises en brèche, qui sont pratiquement battues en brèche. L'intention était peut-être bonne, mais le final n'a pas produit ce qui était attendu par les populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais bien plus par les Camerounais tout entiers qui attendent de voir être résolue la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon, comme je dis, il faut vraiment avoir le sens des perspectives quand on est dans l'action publique. Malheureusement, je constate que certains s'imaginent qu'ils ont une pierre philosophale et qu'il suffit de claquer du doigt comme Thanos dans Avengers pour que la paix revienne. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend d'autant plus de temps que c'est une situation qui est une situation de très longue durée. Philippe Danga a parlé de 1961, je suis désolé pour lui, mais c'est 1918. C'est-à-dire c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Cette situation ne part pas de 61. 61, ce n'est qu'une étape. Mais tout part de la partition du Cameroun à la fin de la Première Guerre mondiale entre le protectorat allemand, le protectorat anglais et le protectorat français. Tout part de là. Donc 61, ce n'est qu'une étape. Ce que moi je veux dire ici, c'est les résolutions sont des résolutions qui ne peuvent pas être mises, et je l'ai dit tout à l'heure, qui ne peuvent pas toutes être mises en œuvre à court terme. Il y a des résolutions de court terme. Certaines sont déjà mises en œuvre, certaines sont en train d'être mises en œuvre, d'autres vont être mises en œuvre Lesquelles sont mises en œuvre? ultérieurement. Philippe dit qu'il n'y a Oui, pratiquement pas de résolution qui a été mise en œuvre. Il nous a fait échange de quelques résolutions qui jusqu'à date n'ont toujours pas pu voir le jour. Je vais y revenir. Le président de la République, lui-même, quand il a reçu les résolutions du grand dialogue et quand il a fait un discours là-dessus, avait indiqué que les résolutions seraient mises en œuvre progressivement. Ce principe doit rester présent à l'esprit des uns et des autres. Il a introduit la progressivité, c'est-à-dire tout ne se ferait pas immédiatement, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui peuvent être des contraintes budgétaires, il y a des contraintes qui peuvent être des contraintes d'opportunité. Est-ce que c'est le moment d'apporter une réforme, oui ou non? Pour ce qui est des mesures qui ont connu un début d'implémentation, je commencerai par la plus récente, c'est le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je dois indiquer que cette résolution, parce qu'il s'agit bien entendu d'une résolution du grand dialogue national, est combattue par un parti politique qui se trouve sur ce plateau. Donc c'est facile de venir nous dire rien n'a été fait, mais à chaque fois qu'on prend une initiative, vous venez dire ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais le plan présidentiel pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest est une résolution du grand dialogue et il est actuellement en train d'être mis en œuvre. Je rappelle que dans le cadre de ce plan, il s'agit quand même de réfectionner 600 km de route. Il s'agit de reconstruire plus de 400 points. Il s'agit de réaménager plus de 400 points d'eau. Il s'agit de reconstruire plus d'une centaine d'écoles qui ont été constituées en sanctuaire par les amis du MRC. Parce qu'il faut le dire, le MRC de plateau en plateau est là pour défendre les sécessionnistes ambazoniens. Donc, il s'agit de reconstruire les infrastructures. C'est grave, hein? Il s'agit de reconstruire. Je suis responsable de mes propos. S'il vous plaît, Il s'agit pour le gouvernement de reconstruire les infrastructures de base dont on a besoin. C'est-à-dire, c'est le centre de santé du coin, c'est la route qui permet de se déplacer, c'est l'école pour aller à l'école. Parce que s'il faut aller à l'école, il faut que le cadre soit aménagé. Or, certains de ces groupes sécessionnistes avaient constitué les établissements scolaires en sanctuaire pour eux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je tiens à rappeler que pour ce qui est des résolutions de la première commission qui portait sur le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale,
un certain nombre de ces résolutions ressortissent de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui y travaille. Récemment, cette commission a rencontré justement le MINESEC et le MINEDUB dans le cadre de l'étude des modalités de mise en œuvre des lycées bilingues, puisqu'il faut généraliser cette pratique ici. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire à la va-vite, contrairement à ce que Philippe veut nous faire croire. Non, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, décider d'introduire l'anglais à la maternelle dans la zone francophone et le français à la maternelle dans la zone anglophone. Vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain. Ça nécessite un certain nombre d'aménagements en amont. Et donc, ceux qui sont responsables de la mise en œuvre de ces résolutions-là, ils travaillent de manière active parce que la commission Moussongué rencontre les acteurs de la société civile, les organismes gouvernementaux pour voir dans quelle mesure est-ce qu'à très court terme, ces résolutions puissent connaître un début de mise en œuvre. Deuxième chose, on nous a demandé de une des mesures qui est une mesure significative, c'était le statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un parti politique qui est présent sur ce plateau s'est levé contre l'organisation des élections régionales. Or, l'élection régionale, c'est bien le moment où le statut spécial peut connaître un début d'implémentation pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, on ne peut pas être tout le temps en train de prétendre que rien n'est fait, mais à chaque fois qu'un pas veut être fait, être ceux qui viennent vilipender le gouvernement, prétendre que le gouvernement ne fait rien. Non, ce n'est pas sérieux. Le gouvernement essaye à chaque fois d'apporter un élément supplémentaire sur le chemin qui doit nous conduire à la paix. Mais je le dis ici et je le redis encore, il faut que les leaders sécessionnistes, qui sont les alliés objectifs du MRC, il faut qu'ils acceptent, premièrement, que la sécession n'est pas une option. Deuxièmement, de venir à la table des négociations parce que la main du président de la République reste une main tendue et elle reste disponible pour toutes les initiatives qui peuvent permettre d'aboutir à une paix durable. D'accord. Je voudrais, excusez-moi, une minute. Non, je voulais pas donner la minute. Non, il m'accorde une minute. Non, il ne vous accorde pas la minute. Mais c'est pas lui qui accorde la minute, c'est moi qui accorde des minutes. Donc vous attendez et souffrez d'attendre, prendre votre minute ou vos 5 minutes dans la suite de ces 5 minutes et je pourrais vous accorder une minute supplémentaire si vous le souhaitez. Alors, Elisfa, on a évoqué la question de cette proposition du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a fait une évaluation de près de 90 milliards de francs CFA pour davantage permettre de redorer le blason de ces deux régions en crise. Aujourd'hui, Paul Tasson continue les consultations. La première phase est même déjà engagée sur le terrain. N'est-ce pas pour dire que finalement, le grand dialogue a produit quelque chose de concret et de palpable? Normalement, on dit que impossible n'est pas camerounaise. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a certains gens qui croient qu'en parlant, tout peut se passer facilement comme ça. C'est là où je dis que quand on fait la science politique, on fait administration gouvernementale, il y a des principes que tu ne peux pas contourner en croyant que tu peux sauter et arriver en solution. Un mauvais formule vous donne un mauvais résultat. Tu montes ou tu descends. Il n'y a pas deux choses. Ça, je vous le dis. Mauvaise formule dans quel sens? Quand tu commences quelque chose avec ce qu'on a dit, des mesures cosmétiques, ça te donne des résultats cosmétiques. Tu montes ou tu descends. En parlant maintenant, tiens ces jours-ci, on monte ou on descend, même si c'est après 20 ans, on va arriver sur table d'un vrai dialogue. Tiens ce que je dis, note ça quelque part. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que je dis? D'ailleurs, j'ai écouté certaines choses là qu'il faut que je règle avant d'avancer. Parce que quand on fait quand on lance certains mots à l'antenne là où il y a milliers de spectateurs en train de nous regarder, ça semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Parce que quand quelqu'un reste au plateau, ils disent que MRC soutient des Ambazonies. Ça veut dire que toutes les régions du nord-ouest et sud-ouest pour LDP sont des Ambazonies.
j'accepte maintenant avec M. Manga, c'est Manga, M. Nanga, qui disent que l'affaire de Clean Bamenda, ça veut dire que c'est un plan pour le régime, pour éteindre les deux parties du Cameroun. C'est ça que je vais de confirmer. Par exemple, MRC 10, c'est ça. Ce n'est pas Clean Nord-Ouest et Sud-Ouest. Non, excusez-moi. Si ce que vous dites est vrai, ça devrait être. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça commence quelque part avant d'aller ailleurs. Ce ne serait pas Clean. Ça commence quelque part avant d'aller ailleurs. Qu'est-ce que je dis? Quand quelqu'un dit ça, MRC a dit que il faut qu'on arrête la guerre au Nosso. On a publié ça plusieurs fois, même sur ce plateau. J'espère que tu es au courant de ça. Mais quand quelqu'un dit que MRC soutient l'Ambazonie, ça veut dire que quand on dit que non aux guerres de Nosso, ça veut dire que pour eux, Nosso en général, ce sont des Ambazonies. C'est pour là qu'ils disent qu'ils n'arrêtent pas, ils vont utiliser la force. C'est l'interprétation que le docteur nous donne ici à l'antenne, sur ce plateau. Ok, je vais continuer d'abord. When I hear a learned doctor talks about the secessionists are using schools as part of their where they stay, I want to notify him that the situation here goes on both parties. I am surprised the doctor does not understand the realities on the ground in Northwest Southwest. And you cannot argue me because I am a practical journalist on the ground. There are schools in the Northwest Southwest that are not usable again. That some of them have been transformed into military camps, while the others have been transformed into camps for the Amber fighters. The deux shows marks souterrain. Vérifiez. If you want, I can give you further details. Donnez les détails. Donnez les détails. Donnez les détails. Sinon, c'est une allégation. My question was concerning the plan of reconstruction. I'm coming. Ce que tu dis, c'est une allégation. Si tu es incapable de donner. Dis que l'armée occupe tel établissement. S'il vous plaît. Mais c'est une allégation. Je ne peux pas l'allégation. Ça a été documenté que les sécessionnistes utilisaient les établissements, mais jamais que l'armée le faisait. Donc c'est une allégation. S'il vous plaît, docteur Rifoui, il vous a donné le temps de parler. Donnez-lui également le temps de s'exprimer. Merci beaucoup. All right. While I answer your question, I want to let you know that to occupy a school area, even by military, is not a crime. If the school is not operating, you got the point. It's not a crime because the military is there to maintain peace and order. If the military gets into a village where there's no place to put a red military camp, those are things they did at the early stage of the war. Where the school have been abandoned, it is correct. You don't expect the military to come and stay under a tree. When there's a school there that nobody is there, where they can sit there and carry out actions to maintain security around the area. The problem would have been on the side of the Amber fighters who destroyed the school, not so, and turn into their camp. For the military to stay there, I am surprised the doctor looks like it's a bad thing. That's why I said that sometimes the education we have has question mark. But coming now to the issue of reconstruction, some of us have said earlier that we are taking the second step before the first. Je vous dis, parce que ce qu'il fallait faire, ce n'est pas l'affaire de reconstruction en ce moment. J'ai posé la question même avec le ministre porte-parole Aboya, quand j'étais là pour couvrir l'événement. Mais comment on va faire ça dans les périodes d'échange de coups de feu? Il m'a dit que non, ça va aller. Parce qu'on va commencer là où il n'y a pas la guerre civile. Avec le temps, on va entrer. C'est ce qu'il avait dit. On a combien de mois? On avait tenu d'autres réunions là dernièrement. C'est même passé à Boya aussi. C'était le maire Njom Donatus qui a présidé la réunion là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis que sur le terrain, pour implémenter ça, it is difficult for you to dream that you can implement constructions where you don't have full control of certain areas in the northwest and the southwest. I am telling you. I want to let you know that the other day we got worried. There was a video that came from, I think one general is Ayeki Usekila de Wabane, avec l'homme en tenue sur place. Il dit qu'ils ont tué l'homme en tenue sur place. C'est une vidéo, c'est village. Ça m'a touché parce que le gars là a une femme, des enfants et tout ça. C'est avec notre cas là. Pourquoi je dis ça? C'est ce qu'on peut éviter. Pourquoi? Si on tient le temps, parce que la force, Timon Naga avait dit, ils ont essayé en Colombie, dans la scène de Gorilla Warfare et tout ça. Bon, la guerre qui est un genre asymétrique là, c'est un peu difficile à gérer. So with the reconstruction, as I'm saying, you imagine that if you want to carry out constructions in Wabane, it means that if you have 3 schools, because même le ministre avait dit, c'est un bon plan, que les gens, que les maisons étaient détruites, ils vont assister pour certaines sommes d'argent. Mais notre problème, c'est quoi? Dans l'affaire de pont et de l'Est de ça et de l'école et tout ça, est-ce qu'on est sûr que si on construit ça, en quittant là-bas, je ne veux pas revenir détruire ça? Donc, si on veut construire et garder ça, disons, beaucoup de centres de santé, disons, 100 centres de santé, des milliers d'écoles et tout ça, dans le nord et sud-ouest, ça veut dire qu'on a besoin de militaires pour rester là-bas et garder ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dernièrement, dans le réunion de reconstruction là, le ministre porte-parole avait dit que non,
il faut que les gens eux-mêmes restent là-bas pour garder les choses après la reconstruction. J'ai dit c'est faux. Why do I say so? Tu peux pas dire des gens en civil de rester garder quelque chose alors qu'il y a des gens armés. Toi-même tu ne peux pas tenir. Parce que si quelqu'un vient avec le fusil AK-47, tu restes là-bas pour dire que je vais protéger ce pont. Il va détruire le pont là. Et c'est l'agent de l'État qui est en train de partir. Ça veut dire que quoi? What is more important? As I see we're talking with an arrogant system, as you see them talking on platform, as if tout est simple, tout est réglé, il n'y a pas un problème, ça se passe comme ça passe, ça sort comme ça sort. C'est le langage de régime sur place et de RDPC. Je suis anglophone 100%. Si je dis ce que j'ai perdu, ce qu'on a perdu en route là, membre de famille, il n'y a aucun anglophone qui n'a pas tenu ça. Je suis parfois à Boya, j'ai entendu des maisons. Dans une seule chambre, il y a 10 personnes en train de dormir là-bas. Ils ont des matelas, 10 matelas qu'ils ont pris. Maintenant, même pas l'espace même de rester là-bas. Ils sont là-bas. Pour manger, ça les dépasse. Est-ce que le RDPC tient ça en compte? Qu'est-ce qui est important au niveau de la construction là? Je me disais, si l'État était sérieux avec mon ami de RDPC, qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il engage un dialogue inclusif, cessation de feu arrive totalement. C'est automatique. Let me tell you something, my brother. You cannot. Then at the end of I'm coming to the end of the reconstruction. Thank you. I said that when you want to carry out reconstruction and all what they're saying, it is difficult. Like he says, déposer les armes, l'État attendre. You are not talking to children. These boys in the bushes are sponsored by some people. That's what MRC has been saying. You cannot come and tell them to deposit their arms because you are the one who gave them the arms. Somebody somewhere is paying the money to carry arms and carry out the destruction we're talking. In our own point of view, if you put in place the reconstruction to wait, you get the point. You enter inclusive dialogue. You call the leaders who control these boys in the bush. Ils vont se, dès qu'ils sont d'accord, n'est-ce pas? Ils ont le poids pour dire que bon, ils prennent le téléphone. Général A, commandant, ils ont leur nom là. Tu vois? Ils vont dire que non, attends un peu, on est en train de discuter. C'est ça, les fonds vont arriver tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'on laisse ça pour dire que non, on va utiliser la force, comme son langage dit, que non, l'État attend. Tu ne peux pas dire que tu contrôles les gens que tu n'as pas fourni les armes avec eux. C'est vrai, on va avoir des morts de deux côtés, des civils, mais ça nous gêne parce que c'est des Camerounais que leurs vies sont en danger et ça nous concerne qu'il faut que l'État arrange ça, même si les gens de RDPC parlent comme s'il n'y a rien. Philippe Ingram. Alors, où est passé finalement le cessez-le-feu? Le grand dialogue a été mis en œuvre pour davantage implémenter un cessez-le-feu sur le terrain. On a entendu à l'issue de ce grand dialogue, il y a quelques mois encore, qu'une rencontre informelle a été menée avec les rebelles sécessionnistes qui sont détenus dans les prisons pour permettre à ce que les armes ne crépitent plus dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Où en est-on avec ce cessez-le-feu finalement? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a proclamé le cessez-le-feu, mais justement nous réclamons le cessez-le-feu depuis. On ne l'a pas eu. Le cessez-le-feu, c'est pas une partie en conflit qui décide. C'est les deux parties qui se mettent d'accord qu'il faut arrêter le crépitement des armes. C'est ce que nous demandons depuis longtemps. Et ça impose qu'il y ait une médiation. Ça impose qu'il y ait une médiation pour que les deux parties se mettent d'accord, qu'on peut se calmer un moment, discuter, trouver des solutions et sortir définitivement de là. Je vais prendre l'exemple d'un pays comme le Mali. Il y a, je crois, 3 ou 4 ans, vous savez que le Mali, jusqu'ici, est divisé. Il y a le nord qui est tenu par des rebelles et tout. Mais le gouvernement s'était mis d'accord avec les rebelles qu'il faut s'arrêter un moment, aller à l'élection. Et après l'élection, s'ils veulent continuer, pas de souci. Ils se sont entendus. Donc il y a eu un cessez-le-feu le temps que l'élection passe et que après les discussions se poursuivent sur le retour à la paix dans cette partie du pays. Donc c'est possible qu'un État se mette d'accord avec l'autre partie en conflit pour arrêter tout au moins le crépitement des armes parce que ça n'avantage personne. Quand il y a une personne qui est tuée, que ce soit une personne des forces de sécurité et de défense, ou bien un sécessionniste, comme on dit, c'est des Camerounais. C'est ça. Ce sont des Camerounais, c'est une vie humaine de perdue, et donc ça n'avantage personne. Je ne pense pas que ce soit un bon objectif pour le gouvernement du Cameroun de dire on va éliminer tout le monde. Non. On ne peut pas éliminer tous ceux qui se sont prononcés pour la sécession. Non, il faut trouver le moyen, ce sont des vies humaines. C'est pour ça qu'il existe le droit international humanitaire qui proscrit quand même qu'on tue des gens pour quelque raison que ce soit.
pour quelque raison que ce soit. Aujourd'hui, vous savez que même les peines de mort prononcées dans les tribunaux, aujourd'hui, il y a un grand plaidoyer international pour l'abolition de la peine de mort. Donc, combien de fois, parce que des gens se sont prononcés sur un sujet et qu'ils soient considérés comme actuels. Je pense que nous devons nous mettre tous d'accord que le crépitement des armes n'avantage personne. Personne. Je voudrais peut-être, on discute un peu sur le bilan du grand dialogue, mais ce que nous omettons de dire, c'est que le format déjà du grand dialogue, le contenu du grand dialogue n'était pas tout à fait, n'est-ce pas, accepté par toutes les parties. Mais toujours, c'est que les autres sont allés à ce grand dialogue dans la configuration qui était celle-là. C'est pour ça que nous avons accepté aujourd'hui de faire quand même de discuter sur la base de ce grand dialogue. Mais reconnaissons que il y a plein de sujets qui avaient été portés par les anglophones qui n'ont pas été forcément débattus, n'est-ce pas, lors du grand dialogue. Néanmoins, n'est-ce pas, beaucoup d'anglophones épris de paix qui pensaient que on peut donner une chance, n'est-ce pas, au gouvernement ou alors à ce processus-là, mais ont été déçus à la fin. Je vais vous prendre deux résolutions, et peut-être que notre ami du RDPC va nous dire en quoi c'est si compliqué de mettre ça en œuvre. C'est le grand dialogue, c'est une conclusion. Prendre des mesures visant à accorder une amnistie générale pour favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Ça, c'est compliqué à prendre une mesure comme celle-là. C'est compliqué. Pour le retour à la paix, pour qu'un an après, on ne prenne pas ce genre de mesures. Je ne pense pas. Procéder au recensement de toutes les personnes déplacées et évaluer leurs besoins socio-économiques de base, école, établissement de santé, logement et autres. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses quand même qu'on aurait pu régler un an après. Un an après, malgré le fait qu'il y a des sujets, n'est-ce pas, j'allais dire fondamentaux, qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait objet, n'est-ce pas, des discussions lors de ce grand dialogue. Mais au moins, si on avait amorcé, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces quelques résolutions, peut-être qu'on serait sur la voie. Parce que il faut commencer, et puis je pense que tous ceux qui ont été envoyés à médiation dans le cadre de ce conflit-là ont toujours proposé, n'est-ce pas, l'amnistie pour les personnes, pour que tout au moins les gens, n'est-ce pas, qui ont fui, qui sont partis, se sentent en sécurité. Je vous donne le cas de quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelque temps, que ce qu'on appelle les sécessionnistes ont coupé sa carte d'identité nationale parce qu'il y avait vert jaune, ils ont coupé. Il me racontait qu'il est en danger des deux côtés. C'est-à-dire quand il va du côté des militaires, les militaires le soupçonnent d'être ambazonien. Mais c'est lui-même qui a coupé le vert jaune. Quand il va du côté de l'autre côté là-bas, il croise les autres, on dit, bon là-bas, on a coupé son... Donc il a les problèmes de deux côtés. Je pense qu'aujourd'hui, on devait prendre des bonnes mesures si on veut vraiment aller, n'est-ce pas, vers la sortie de crise définitive, le retour à un dialogue. Sinon, je préfère dire, n'est-ce pas, pour être conciliateur, je préfère dire la poursuite, n'est-ce pas, du processus de dialogue s'impose à nous. Et ce dialogue-là, ça ne doit pas être un dialogue, j'allais dire cosmétique, ça doit être vraiment un dialogue de fond. Nous, on est parti, moi j'ai évoqué 61 parce que la plupart des anglophones préfèrent, n'est-ce pas, les textes de 61, oui, hein, pour n'est-ce pas, arriver à fond, voilà, travestir l'histoire. Non, c'est pas question de travestir l'histoire. Non, il faut bien, il faut choisir. Quand il y a, puisque tout ne part pas de 61. Je voulais expliquer, quand il y a un conflit, quand il y a une situation conflictuelle, il y a une cause-effet immédiate. Voilà. Donc, il y a, n'est-ce pas, le chemin qu'on a parcouru, on essaie d'éviter au maximum d'aller le plus loin possible en arrière. On va choisir un point médian, un point médian à partir duquel on pense qu'ici il y a un consensus. Il y a eu un consensus à 61. On peut donc partir de cette époque-là pour interroger ce qui s'est passé entre 61 et aujourd'hui. D'accord. Alors, y a-t-il que à date, on soit dans des mesures cosmétiques du grand dialogue national inclusif, ou alors rien n'est véritablement fait pour améliorer la situation dans le nord-ouest et le sud-est? Non. Avant de répondre à votre question, une petite incise. Ceux qui insistent sur 61, il n'y a pas de consensus. Ce sont les sécessionnistes qui insistent sur cette date-là. Moi, connaissant l'histoire du Cameroun, je ne considère pas... C'est un moment... Mais c'est un moment d'une histoire qui commence à la fin de la Première Guerre mondiale.
Et quand j'entends Philippe parler de il faut trouver un point médian, il n'y a rien avant 1916, c'est-à-dire avant la partition du Cameroun entre le protectorat anglais et le protectorat français. Il n'y a rien. Et il faut partir de ça. Certains veulent imposer une façon de raconter l'histoire qui les profite et qui profite à leur thèse. Et je constate que certains viennent ici sur les plateaux pour défendre cette thèse-là en faisant croire que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. La preuve, c'est que les partis dans les deux régions prônaient l'union avant les indépendances. Donc si l'histoire commençait en 1961, vous n'aurez pas eu les partis dans le Cameroun anglophone et dans le Cameroun francophone qui prônaient la fin de cette partition avant 1961. Il faut que cela soit clair pour tous les Camerounais. Donc le récit, qui est le récit qui circule, qui est porté par le MRC et certains acteurs, est un récit frauduleux de notre histoire qui n'a rien à voir avec les faits. Qu'est-ce qu'il y avait à Fumban en 61? Qu'est-ce qu'il y avait à Fumban en 61? Oui. Mais c'était la conférence de réunification. Qu'est-ce que vous voulez? C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne signifie pas qu'il n'y avait rien avant. Non, mais on n'a pas dit ça. Il y a réunification. Est-ce qu'il y a eu un consensus? Il y a réunification, pourquoi? Dites-le aussi aux Camerounais. Ces deux entités qui n'avaient aucune histoire commune, pourquoi vous ne le rappelez pas aux Camerounais? Mais on le rappelle. On rappelle. Vous ne le rappelez pas. En 61, il y a eu réunification. Vous ne le rappelez. Sauf que les conclusions étaient... Vous ne le rappelez pas. Je tiens à vous dire, et nous avons une situation à peu près similaire, parce qu'il y a des différences, qui est très intéressante. C'est ce qui se passe au Ghana aujourd'hui, où le Togoland réclame aussi son indépendance. Je tiens à vous dire que c'est à peu près le même processus. Il y a aussi eu réunification là-bas. Et aujourd'hui, ils réclament aussi leur indépendance totale. Ce n'est pas ça le problème. Hein. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a un point médian, n'est-ce pas, qui a été accepté. Justement, ce n'est pas le point médian. Là aussi, on repart, c'est-à-dire c'est la même situation parce que c'est la partition de 1918. Les solutions issues du grand dialogue sont-elles constituées? Je reviens à votre question. J'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez vu, il y a un certain nombre de solutions qui sont en train d'être mises en œuvre. Mais ces solutions-là, comme j'ai dit, ce n'est pas le gang, personne n'a le gang de l'infinité. Ni les organisations de la société civile, ni le MRC. Le dialogue doit se poursuivre. Il faut bien entendu parler avec les leaders sécessionnistes qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Norvège, et pour certains qui sont en Angleterre. Et moi j'ai envie de dire, tous ceux qui demandent à l'État de faire des efforts, quels efforts les sécessionnistes ont fait jusqu'aujourd'hui? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils proposé? La question, quel effort? C'est ça, c'est ça. Le gouvernement a fait de nombreux efforts. Le gouvernement a fait de nombreux efforts. Et le grand dialogue dont nous parlons en est un. Et ce n'est qu'un élément de tout ce que le gouvernement a fait. Mais, à contrario, qu'avons-nous demandé? Qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'actif? Admettons même que les efforts du gouvernement soient cosmétiques. J'attends qu'on me montre les efforts cosmétiques des sécessionnistes ambazoniens. Si vous voulez, moi je peux vous faire la liste de leurs efforts. Hein. Essayez toujours. Florence Ayafor. On s'en souvient d'ailleurs ce jour. Je voilà. crois que ça fait un an. Elle est décédée il y a un an qu'elle a été découpée. Voilà les efforts des ambazoniens. Comfort Toumassan. Voilà les efforts des ambazoniens. La fin de l'éducation dans ces deux régions. C'est ça les efforts des ambazoniens. Le rançonnement des populations, c'est-à-dire les enlèvements pour rançonner les populations. Le viol des filles et les grossesses non désirées. Ça, c'est ça le résultat. C'est ce que les ambazoniens proposent lorsque vous leur demandez ce qu'ils ont apporté pour amener la paix dans cette zone-là. Pour faire la paix, il faut être deux. Et pour le moment, je constate que le gouvernement est le seul à faire les efforts et que tout le monde demande au gouvernement d'en faire plus. Mais il ne faut absolument rien demander à la bande, à Yabacho et autres. Pourquoi? Parce que leur agenda arrange certains partis politiques. Suivez mon regard. Merci à vous. On va prendre quelques SMS avant de revenir dans le cadre de cette émission ce soir sur la télévision du monde. Ils sont très nombreux, ces Camerounais qui nous écrivent sur nos différentes plateformes. Je rappelle notre lien Facebook LTM TV officiel. Merci également
à tous ceux-là qui continuent de nous accompagner dans le cadre de ce programme. Bonsoir à vous. Monsieur Rifoué veut défendre cette machine diabolique qui nous écrase et nous empêche même de crier que le temps, seul le temps soit le tribunal de l'histoire du Cameroun. Bonsoir à vous. Le monsieur du MRC croit qu'il est plus camerounais que qui. Pourquoi peindre toujours tout en noir malgré les efforts constants et continus du gouvernement? Le gouvernement essaie de faire du mieux qu'il peut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est Anissé depuis 100 Mélima qui nous envoie son message. Pourquoi? Bonsoir à vous sur le plateau. Ce sont des Ambazoniens qui occupaient les écoles pour base arrière et l'armée cherche à récupérer ces écoles pour les enfants et leur permettre de retourner à l'école. Monsieur Mbami depuis Yaoundé, Monsieur Mbami nous revient en nous disant pourquoi les ONG ne dénoncent pas les atrocités causées par les Ambazoniens sur le terrain quand ils tuent les militaires, les policiers et autres Camerounais civils. Bonsoir à vous sur le plateau, bonne émission, merci au docteur Rifoué, il sera récompensé. C'est M. Mikayams qui nous envoie son message. Nous réservons le droit de poursuivre Dr Rifoué par rapport à sa déclaration selon laquelle le MRC serait complice des Ambazoniens. C'est ce que nous dit Maître Njamen dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Docteur Rifoué, certes, vous semblez maîtriser la situation, mais vous êtes très loin de la réalité sur le terrain. C'est également le cas pour le gouvernement de la République qui regarde les choses depuis le haut. C'est ce que nous dit ce téléspectateur qui se nomme M. Obama. Il estime également que tout Camerounais a droit à être protégé par le gouvernement de la République pour ce qui est de la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Bonsoir, moi je suis au nord-ouest. J'aimerais juste dire aux panélistes présents qu'en parlant d'un cessez-le-feu, celui-ci est bien, mais la réalité est qu'il faut accepter déjà que les pseudo-leaders de la diaspora sponsorisent les sécessionnistes, mais ne les contrôlent pas ou plus et ne sont plus capables de leur dire de déposer les armes. Aujourd'hui, les sécessionnistes ont à plusieurs reprises clairement refusé le dialogue, notamment le grand dialogue national inclusif où ils ont été solennellement invités par le chef de l'État, Paul Biya. Bonsoir à vous sur le plateau. La marginalisation anglophone est vraie. Aujourd'hui, on a chassé... Je ne pense pas que ça a un rapport avec la thématique. S'il vous plaît, ne ramenez pas la thématique à vous, messieurs. Davantage, on va retenir la première partie et la fin. Please, I was really humiliated and I want Cameroonian to be one. Mr. Kosma qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Le plateau, s'il vous plaît, dites au docteur Rifoué de revenir à la raison et de dire la vérité, rien que la vérité aux Camerounais, car il n'est pas conséquent de ce qu'il dit. Je suis M. Ndema Ewane depuis Oyak. Je vous envoie ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Qu'entend-on par grand dialogue national inclusif? Est-ce le dialogue où on a vu les amis du RDPC se partager les subsides de cette grande rencontre convoquée par le chef de l'État qui avait pourtant donné l'espoir d'un Cameroun nouveau dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est ce que nous dit ce téléspectateur dans le cadre de ce programme. Bonsoir à vous sur le plateau. Docteur Rifoué, s'il vous plaît. Il est vrai... Est-il vraiment camerounais puisqu'il veut faire croire sur le plateau que tout marche bien au Cameroun, mais il se trompe. Ce monsieur défend plutôt ses intérêts et non les intérêts de tous les Camerounais qui eux souffrent dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est un Camerounais qui nous a écrit depuis Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Bonsoir le plateau, juste pour poser une question au monsieur qui dit être d'un monde à venir. Pourquoi a-t-il ou ne peut-il pas assumer son appartenance au parti, à savoir le MRC? Il est la bienvenue sur le plateau d'une télévision, comité de base de cette formation politique
ou alors, s'il vous plaît, qu'il arrête de défendre l'indéfendant. C'est désolant et c'est particulièrement déshonorant pour un homme qui se revendique de la société civile et qui se dit être un Camerounais à part entière. C'est Honoré qui nous envoie son message dans le cadre de ce programme. Bonsoir à vous. L'opposition, au lieu d'accompagner le gouvernement dans les résolutions, devient plutôt des ennemis du gouvernement, et au lieu de proposer pour combattre celui du RDPC, dites plutôt la vérité aux Camerounais, vous de l'opposition et de la société civile. Daniel depuis Mélène à Yaoundé qui nous envoie également son message. Ne prenons pas d'appel, simplement des SMS, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Salut le plateau, monsieur Elvis Fa, s'il vous plaît, arrêtez de dire tout ce qui n'est pas vrai et qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Je tiens à vous rappeler que tous les acteurs de la guerre ont été invités à la table du dialogue national inclusif, donc de la négociation. Vos amis terroristes, je reprends s'il vous plaît son SMS, sécessionnistes ont décliné l'offre du gouvernement de la République, croyant être interpellés, que non, vous ne vous êtes pas adressé à eux, mais plutôt au gouvernement. Continuez à jouer avec le feu, vous risquerez, s'il vous plaît, notez-le très bien, d'être brûlé. C'est ce que nous dit cet autre Camerounais. C'est juste une métaphore aussi. Il veut simplement... Non, il fait une métaphore. Il ne faut pas jouer avec ça. S'il vous plaît. Non, puisque ça se fait après. Non. Je pense pas que non, s'il vous plaît. Alors, monsieur Nanga, monsieur Nanga est un monde sans avenir, la raison pour laquelle il a ses postures assez radicales vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais, et ce n'est pas bien de poser les problèmes tels que vous le faites. On sait très bien pourquoi. C'est Christine qui nous envoie son message. Le MRC ne doit pas utiliser le NOZO comme son fonds de commerce. En 2018, ils sont allés aux élections. Il y avait déjà le NOZO. Et n'en déplaise à qui est son représentant sur le plateau, pourquoi le représentant du MRC va dans toutes les villes où il dit qu'il n'y a pas de vie et rentre sans véritable problème. C'est ce que nous dit cette téléspectatrice Christine qui nous a envoyé son message. Salut à vous sur le plateau. Le MRC voit le noir partout. Je suis à Combo Bedimo. La situation a véritablement changé. Monsieur Chi qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Pourquoi monsieur Kanto, pour avoir bénéficié de toutes les opportunités de régime qu'il appelle aujourd'hui illégitimes, attend-il des changements véritables dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Pourtant, il a contribué à ce que la situation continue à perdurer dans ces deux régions. C'est Flavie de Lobessou qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que vous avez beaucoup à apprendre de la réalité sur le terrain. On s'adresse à Dr Rifoué, car les anglophones ont commencé par des grèves et le gouvernement n'a pas réagi. Et si on veut bien voir, tout ceci c'est compliqué après le grand dialogue national inclusif, car le gouvernement s'est moqué des anglophones, c'est son point de vue. Pourquoi, bonsoir à vous, pourquoi mettez-vous des gens sur le débat alors qu'ils ont refusé purement et simplement la table du dialogue? C'est Max depuis Bafoussam. Le MRC devrait être hors jeu du débat politique pour avoir à chaque fois dit non à la discussion politique dans notre pays. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci d'avoir posé la question du débat de l'analyse des 1 an du grand dialogue national inclusif. En vérité, aucun Camerounais ou aucun anglophone ne peut lever le doigt et ne peut parler au Ambaboy, l'homme est ingrat. Si Dieu a envoyé l'un au centre de l'Afrique et l'autre au Soudan, toi et moi, nous devons connaître où nous sommes. Nous sommes le Cameroun, un point, un trait, et nous devons le défendre coûte que vaille. Et ce ne sont pas les Ambazoniens qui devraient pouvoir nous diviser. Ils ne sont pas nombreux. Nous devons pouvoir les mettre hors de notre pays. Mais pour cela, commençons par suivre le gouvernement de la République. Bonsoir, je suis au nord-ouest du Cameroun. Je vous assure que les militaires vivent dans les écoles nord-ouest, par exemple. Ils ont créé une base militaire dans
Government Primary School, Mile 20, Womb Road. C'est ce que nous dit Julius Amabo qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir. Le grand dialogue national inclusif avait manqué de sincérité du fait qu'il éludait certaines questions fondamentales. De ce fait, certaines de ces résolutions, notamment celles supposées régler le problème du NOSO, ont été conçues sans des parties clés de la crise. Résultat, comme le dit Philippe Nanga, si on peut constater une accalmie dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ce n'est nullement le fait de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue national inclusif, mais comme on le sait, le statut spécial accordé au NOSO, de même que le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui consacre la décentralisation, n'a pas besoin du Grand Dialogue national inclusif pour être mis en place. Le Grand Dialogue national aura donc été un gaspillage de ressources financières et humaines, c'est Christian Mungu, pour le niveau des ressources qui avaient été investies dans le Grand Dialogue. On aurait pu et on aurait dû en tirer beaucoup plus pour notre pays. Christian Mungu qui nous envoie également son message dans le cadre de ce programme de ce soir sur la télévision du Monde. Nous parlons du Grand Dialogue national inclusif un an après. Quelle retombée au sorti de cette concertation? Une évaluation a d'ailleurs été faite il y a quelques jours par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté, autour de plusieurs acteurs. Le reproche qui continue à être fait, c'est que les ambazoniens, ou du moins leurs représentants, continuent d'être mis hors de cette discussion. Mais aujourd'hui, peut-on penser qu'un an après l'évaluation faite, on peut se dire il y a encore des ratés, il y a des améliorations à faire, et quelles peuvent être ces améliorations, Elvis? Well, the simple thing that could be done, you know, I'm surprised when some people write and they say we talk without proposing. We have been proposing and proposing. And apart from proposing, I said earlier here that avant dialogue là, on avait fait une proposition. Ces gens n'ont pas au courant. On avait fait une proposition donnée à la main du Premier ministre. Qu'est-ce que la proposition maintenant? Dans la proposition, on avait parlé que c'est mieux d'engager d'autres parties concernées dans ce conflit, d'être dans une manière de dialogue, c'est-à-dire dans la négociation. Deuxième partie, on avait dit qu'il faut qu'ils donnent des amnisties. Ça ne change, ce n'est pas différent de tout ce que même Kagatoumé et les gens ont dit. Même quand le Premier ministre a été au terrain, les mêmes choses que les gens ont dit concernant la fin de crise anglophone, c'était dans nos dossiers en même temps qu'on a dit que non. Il faut qu'on arrive à un moment là où, s'il faut enlever les gens en prison là, on met sur table, ils donnent leur point de vue. C'est vrai, quelqu'un a dit que les gens là en prison ne maîtrisent pas tous les gens sur terrain. Mais dans le système de dialogue, des leaders, des gens qui travaillent, qui sont au terrain, eux tous devaient être dans une manière de dialogue. Quand on parle de l'affaire de Colombie, ça s'est passé quand même 50 ans de guerre. Alors, au fur et à mesure que les rebelles de FAT là ne devaient pas même voir le gouvernement. Ils ont continué 50 ans après le gouvernement est resté sur table avec les rebelles FAT. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la paix en Colombie. Je ne sais pas pourquoi le Camerounais croit qu'il faut inventer un système de cesser le feu ou d'arrêter la guerre différent de ce qui s'est passé dans d'autres mondes. Cameroun est dans le monde. Et s'il y a des principes au niveau de l'école pour faire arranger le conflit, pourquoi Cameroun ne veut pas suivre cette étape? Pourquoi il faut ne que continuer? Parce que mon problème, c'est qu'on met la politique. Quelqu'un m'a dit pourquoi on est allé à l'élection et tout ça. On peut aller à l'élection. Après on voit que non, ça n'aboutit pas parce que les choses changent au fur et à mesure qu'on reste. Il y a quoi pour retourner pour dire que non, arrête cette affaire, il faut qu'on arrête ces choses. Parce que where we are now, if you look at the conflict issue, the way forward is simple. We have made this proposal several times. If you look at the way it is, we started by pointing the errors of national dialogue. Tu ne peux pas avoir une manière d'aller devant sans savoir de tort que tu as eu par derrière. On a pointé cette situation parce que ce n'était pas inclusif. Les membres de l'État n'étaient pas là. Et maintenant, MSCP prend ça pour dire qu'on soutient l'Amazonie. Comment MSCP était là pour défendre l'État en même temps il veut diviser le pays? Si l'Amazonie avait l'indépendance, est-ce que MSCP va aller gouverner à Amazonie? Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. En tout cas, c'est une manière des gens de RDPC qui inventent des choses et mettaient sur place. Regarde là où on se trouve, le Ogueïs là. L'affaire commence par simple. Peace plant and all the like. Where are we today? Because of the same force that they use. See where we are today. I said they use schools. I don't want to mention names. And today you are getting the names. I don't want to mention names here. Now, in what doctor said,
You know we're talking about issues of conflict. Let me land here. You cannot have any conflict in the world without both parties involved in crimes. I'm surprised when I hear Doctor mentioning this. I want to let you know, because we don't even want to go to this because we keep revolving around, you get the point. My point is how we move forward. I've been telling people, the Minister of Defense spoke very bad on that. And the Minister of Defense, I appreciated him because when the first decapitation started in Bello, in the issue of Sam Sawyer, that was the beginning of decapitation's history. People don't know. The minister spoke on it and said he would not want to hear that. From there, see where we are today. In the conflict, both parties are involved, rape and all the like. But we are saying that we're not concerned with what is happening. You cannot come to a conflict and you say one party is involved. That's the nature of conflict. I'm sorry to tell you. In here where we are, the way forward is simple. If we leave the issue of arrogance, as NDPC they have arrogance, equal to. We come down to. We don't speak about NDPC. No, I want to know. What are the proposal MRC can? The proposals are simple. I'm repeating the proposals. I give the proposals. Yes. The first proposal is that you enabled what we call cessation of fire. How do you do it? You cannot sit and announce seizure of fire alone. You take it in consultation with the other party, because you cannot fully control the other party. That's the reality. I am sorry we're talking reality on the ground, and some of us think that we are talking with water in our mouth. If you bring in place cessation of exchange of gun battle, what do? The next thing I've told the regime, you put in place a buffer zone. In Syria, war has been going on for more than 6 years today. Buffer zones have been capped by the government, where they take people who can go to school, come and camp them there, secure the area. And even the rebels know that they are not supposed to move there because school children are going to school in Syria in those buffer zones. The state can do that. That we're not saying that school can go up anywhere. It is impossible for schools to return in all the areas, especially areas that are dangerous. Point number 3. If the state puts in place this measure, the next thing will be now to get in place what we call a genuine inclusive dialogue. I have said in the dialogue, even those holding what we call them general or whatever, they too are supposed to be there. Now, what makes them to be present? Let me tell Cameroonians, when you are calling the people to come for dialogue, the enabling environment must be present. Si je suis sûr, 100% que dès que j'arrive, tu peux pas m'arrêter. Est-ce que tu es sûr que dans le dialogue national, il y avait un mandat d'arrêt pour Eric Tato? Je suis journaliste, c'était là. Eric Tato. Donc imagine que si lui-même était là, est-ce qu'il devait en sortir? On devait même arrêter certains au Ghana. C'est le gouvernement du Ghana qui n'a pas accepté quand même, ils ont rentré aux États-Unis. Ça veut dire que quoi? On mesure le dialogue. Si tu prends Sud-Sudan, the first dialogue in South Sudan, I will arrive with you, took place in Democratic Republic of Congo. Why? Because the rebel in South Sudan and the government they did not believe in each other. If I come now to Juba, am I sure the government will not round me up and arrest me? So you will not be the situations where you want them to must dance to your tune because they too have the government in doubt. When the government says, all right, on va dialoguer, tu veux qu'on parle où? Il dit bon, est-ce que vous aller au Nigeria? S'il y a un troisième parti dedans, il part là-bas, et avec le dialogue, tu vas voir que la force et le cosmétique, ça va se cesser immédiatement. Et les gens vont commencer à reprendre leurs activités. Ça dit, ça va arriver automatiquement sans qu'on arrive dans l'affaire de cosmétique. D'accord. Alors, Philippe Nanga, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce qui a déjà été mené sur le terrain, même si des bémols restent significatifs autour du grand dialogue national inclusif? Oui, avant de répondre à votre question, quand même, il me plaît de partager avec les téléspectateurs qui nous regardent une disposition législative qui encadre les tribunaux militaires. Parce que je crois que le rôle aussi de ce type d'émission, c'est d'éclairer, d'informer les gens. Le Cameroun a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette charte africaine, dans ses principes et directives sur le droit à un procès équitable, notamment dans sa partie 4, qui droit à un procès équitable au point B stipule ce qui suit. Les tribunaux militaires ne seront en aucune circonstance, je précise, quelle qu'elle soit, compétentes pour juger des civils. Les tribunaux militaires auront pour seul objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire commises par le personnel militaire. Ça, ce sont des principes rattachés à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Cameroun est tenu de respecter ces principes et directives. Je pense que
c'est bien qu'on le sache, notre pays malheureusement a choisi de piétiner ses propres lois. C'est dommage, mais bon, c'est ça la réalité. Maintenant, je dois dire que je me réjouis quand même pour la première fois sur un plateau de télévision d'entendre un représentant du RDPC qui estime que ce serait bien que le gouvernement rencontre des chefs rebelles qui sont installés dans les pays étrangers. Ça, c'est une avancée. Il faut noter ça, c'est une avancée. Et il me semble que si jamais, je suppose qu'il est ici envoyé par la haute hiérarchie du RDPC, ça suppose que cette idée, tout au moins, est partagée au sein de la haute hiérarchie du RDPC. Ça peut faire partie des espoirs que nous avons, qu'on peut effectivement sortir de cette guerre-là. Je voudrais quand même aussi relever quelque chose. Je suis souvent embêté que quand on parle de la crise anglophone, on oppose ce qu'on appelle les ambazoniens et le gouvernement. Je suis un peu, parce que là, lui en tant qu'universitaire, c'est important de relever ça, de faire attention. Parce que la crise anglophone n'est pas née d'un conflit entre les ambazoniens et le gouvernement. Oui. Jamais. Oui. Agbombala, qui était le président du consortium, donc le groupe d'acteurs qui a été mandaté par les populations pour porter le problème anglophone, n'a jamais porté l'idée de l'Ambazonie. Jamais. Agbombala, jamais. Il est là. La Kérémouna, tous ses leaders, le cardinal Toumi, ils n'ont jamais porté, n'est-ce pas, la question ambazonienne dans leur projet. Donc, évitons, c'est simplement la mauvaise gestion de la crise qui met au centre du débat, n'est-ce pas, la question de la sécession. Parce que c'est important, et puis pour les universitaires et pour les gens qui nous écoutent, de bien relever qu'il y a eu une situation qui a été posée par les anglophones. Et le problème posé par les anglophones ne concernait en rien la sécession. C'est parce que le gouvernement a utilisé la répression que une partie des anglophones s'est radicalisée, a donc posé sur la table la question de... Je voulais d'abord dire ça comme ça. Peut-on rattraper l'idée centrale qui était autour du grand dialogue national aujourd'hui, un an après? L'idée centrale, non. Je pense que on va considérer qu'il y a quelque chose qui a été amorcé. Je préfère considérer comme ça. C'est pour ça que je parle souvent de poursuivre, n'est-ce pas, pour ne pas choquer ceux qui étaient là, qui se sont retrouvés, qui ont bien mangé, qui ont bien bu à Yaoundé pendant quelques jours. Mais je pense qu'il faut tout au moins poursuivre dans la perspective d'un dialogue. Nous avons proposé dans la société civile, au REDAC, des amis citoyens et d'autres organisations, nous avons proposé la commission de justice, vérité et réconciliation. Parce que quand on a une crise comme celle qu'on a aujourd'hui, avec des milliers de morts, avec des familles qui ont été divisées, qui auront du mal à se retrouver, il est important qu'il y ait un vrai processus de réconciliation. Et le processus de réconciliation ne peut se faire que quand on a établi les responsabilités, pas pour punir, mais dans la perspective de réconciliation. Donc ça impose qu'on s'asseye vraiment, qu'on mette tous les problèmes sur la table, qu'on se parle, n'est-ce pas, les yeux dans les yeux, que chacun reconnaisse sa faute, ses torts, et que ensemble, on engage, n'est-ce pas, la voie vers la constitution d'un véritable consensus. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que nous croyons que c'est encore possible. Si ce n'était pas possible, on n'en débattrait même pas. C'est parce que nous pensons que c'est possible que nous continuons d'appeler le gouvernement, n'est-ce pas, à s'ouvrir à cette perspective d'une commission vérité et réconciliation. Parce que c'est la seule voie. Les Camerounais ont besoin de se réconcilier. C'est dommage que les manidémistes ne soient pas venus aujourd'hui, parce que moi je pensais qu'ils devraient être là, parce que l'UPC, on doit quand même s'interroger comment l'UPC a fait pour réconcilier les francophones et les anglophones. L'UPC n'a pas existé que dans une partie du Cameroun. Comment l'UPC a fait pour que les anglophones et les francophones se sentent ensemble autour d'un idéal national? Je pense qu'on peut s'inspirer du travail qui a été fait par ce parti nationaliste, n'est-ce pas, pour repenser la constitution d'un État unitaire et national. Merci beaucoup à vous, Philippe Nanga. Il nous restera peu de temps, donc on est pratiquement au terme de ce programme. Docteur Rifoué, le consensus reste-t-il le pilier autour duquel doit être fondé le grand dialogue national inclusif, ou alors doit-on attendre la mise en place de notre dialogue? Parce que c'est d'ailleurs le vœu, le souhait
d'une bonne partie de la classe politique. D'un autre dialogue, non, mais le gouvernement est ouvert. Non, vous êtes ferme aussi. Non, d'un autre dialogue, je ne vois pas pourquoi il faudrait organiser un autre dialogue. Mais il faut parler aux leaders sécessionnistes et pour ça, il y a un certain nombre de canaux qui restent ouverts, que ce soit les leaders emprisonnés ici ou les leaders à l'étranger, sauf que ce sont des initiatives qui n'ont pas besoin d'être publicisées. Il y a une qui a malheureusement été publicisée et justement, ça a eu le malheur de donner de faux espoirs parce que ce sont des situations dans lesquelles vous n'en faites la publicité que si à l'issue des échanges informels que vous avez, il va y avoir une issue qui peut être une issue heureuse. Donc, les contacts existent même en ce moment, mais tant que le gouvernement ne pense pas que ces contacts peuvent aboutir à une situation, à une solution durable de la crise, il ne peut pas en faire la publicité. Donc, sur ce point-là, il me semble que les choses sont claires. Le gouvernement est disposé à discuter avec les leaders sécessionnistes ambazoniens dans la limite des prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, c'est-à-dire à partir du moment où on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité d'aliéner une partie du territoire national. Je voudrais chuter en disant une chose très simple. Je constate malheureusement que Philippe, comme certains qui parlent beaucoup de la crise anglophone, la connaissent mal. La sécession dans la région anglophone ne commence pas en 2016. Et ce n'est pas ce n'est donc pas en raison de la gestion par le gouvernement de la crise que nous en sommes là. Parce que la Buea Peace Initiative de 1994 avait un objectif clair, c'était aboutir à la sécession. Parce que justement, il y a eu des choses. J'avais justement une lettre signée par John Gufoncha et justement, John Gufoncha et Tandemuna n'ont pas fait partie de la Buea Peace Initiative. Ils n'ont rien à voir avec ça. Certains des leaders justement de la Buea Peace Initiative sont les maîtres à penser du projet sécessionniste qui a pris les armes aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est un projet qui existe depuis fort longtemps. Maintenant, il a trouvé l'occasion de se manifester. Donc, on ne peut pas accuser le gouvernement. Autre chose qu'il faut rajouter, c'est qu'en 97, il y a eu 20 morts à Kumba. Je pense que ça, vous le savez. Et c'était l'action de ces individus-là. Donc, venir accuser tout le temps sur les plateaux le gouvernement, ce n'est pas honnête. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ont toujours eu ce projet. Je dis, depuis 1961. Ils étaient fortement minoritaires. Cela ne change rien. Ça existait. C'était très minoritaire. Commencez par admettre que ce projet existait. Voilà. Si le projet, à partir du moment où vous admettez que le projet existait, vous ne pouvez pas imputer son existence au gouvernement, puisque ça existe depuis avant même 1961. Puisque la troisième voie avait été refusée par les Anglais qui ne voulaient entendre parler que soit d'une indépendance avec le rattachement au Nigeria, soit d'une indépendance avec le rattachement au Cameroun. Donc la troisième voie, ça a toujours été cette voie-là qui a été la voie des sécessionnistes. Cessons d'accuser le gouvernement d'une idée qui se trouve, qui n'est même pas particulière au Cameroun. Parce que moi j'ai tendance à dire que le sécessionnisme, l'autonomisme, ce sont des tendances fortes auxquelles les États contemporains doivent faire face. On l'a aujourd'hui au Ghana, qui est un État qu'on prétend plus démocratique que le Cameroun. On l'a en Espagne, on l'a en France, on l'a dans de nombreux pays. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a des fautes de gestion ou du mismanagement. Donc, cessons d'accuser, cessons d'accuser les États parce que c'est une tendance à laquelle les États modernes sont désormais confrontés et avec laquelle il va falloir composer. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans le cadre de ce programme ce soir. Falvis du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Philippe Nanga de Un Monde à Venir, mais également le docteur Patrick Rifoué du Rassemblement démocrate du peuple camerounais. Nous excusons le manquement du MANIDEM, le Mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie. L'émission s'est tenue dans le respect et la discipline. Merci à vous tous d'avoir joué au jeu et d'avoir contribué à mieux édifier les Camerounais autour de cette crise qui n'en finit plus, qui a du mal à véritablement
s'arrêter, mais le vœu pieux des Camerounais est celui-là, de revivre la plénitude des activités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans une paix cordiale et dans une sérénité sans pareil. C'est ce que souhaitent les Camerounais du nord au sud, mais le Premier ministre nous rappelait il y a un an, la mise en œuvre du dialogue national inclusif concourt ou participe d'une étape du retour à la paix. Les uns et les autres doivent y contribuer, quel que soit leur bord politique, pour le retour à la paix dans le nord-ouest. Je souhaite davantage cela est imploré en ce début de rentrée scolaire ou d'année scolaire. Vous le savez, l'école reprend le 5 octobre prochain. Et il y a une vaste campagne du Back to School. Nous avons tous évalué ensemble ce qui est mis en œuvre dans le cadre du grand dialogue national inclusif. Un an après, chacun certainement s'est fait une idée sur la question, mais il vous a demandé, chacun et chacune, de continuer à y participer de manière significative. Mesdames et messieurs, c'était tout au clair de ce mardi. Merci de nous avoir accompagnés, d'avoir été dans le cadre de ce débat. Prenons rendez-vous aussi, plaît à Dieu, ce mercredi 21h. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous.